Merci, Madame Détrempe. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ça me fait plaisir de vous entretenir ce soir sur un sujet ou d'un sujet qui me tient bien à cœur. La contribution des aînés à la vie socio-économique et culturelle. Alors, voici le plan de l'exposé. On regardera un peu ce que c'est que la réalité socio-démographique, l'influence du pouvoir gris, un petit mot sur l'âgisme, les personnes aînées dans la société actuelle, le vieillissement actif et une conclusion. Il y aura les questions ou des échanges à la suite de l'exposé. Ce qu'on entend très souvent au sujet des aînés, c'est qu'on dit souvent les aînés sont un frein à l'économie. Surtout en ce qui touche les soins de la santé. On dit aussi que les personnes âgées sont toujours dans les centres commerciaux. On répète que les personnes âgées, les aînés sont malades et souvent handicapés. Je vais vous faire la preuve que tous ces clichés, tous ces préjugés, même s'ils peuvent exister à une infime quantité, mais la plupart de ces clichés sont foncièrement faux. Alors, une petite interrogation d'abord sur qu'est-ce qu'un vieux. Alors, on a beaucoup de définitions au sujet des vieux. Alors, vous voyez ça un peu devant l'écran. Ça peut être un rentier, ça peut être un enfant qui est plus âgé dans la famille, un ancêtre, un vétéran, un senior. Senior, un vétéran sportif, mais ça peut être aussi une personne âgée qu'on considère comme ayant certaines compétences. Un vieux, le terme vieux, ce que j'ai choisi évidemment dans le titre de mon livre, Les vieux, poids ou richesse, le terme vieux est nettement péjoratif. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, parce que quand on parle des vieux, vous savez, on dit « Ah, les vieux ». Quoique, depuis quelques années, on a vraiment remplacé le terme « vieux » par « aîné » ou « personne âgée ». Et nous sommes évidemment toujours le vieux de quelqu'un. La réalité socio-démographique, une population en 2014 au Québec estimée à 8,21 millions, moitié-moitié à peu près hommes et femmes. La population âgée 65 ans et plus, 15 % de la population générale. Et en 2031, eh bien, il y aura 26 % des gens qui auront 65 ans et plus. L'espérance de vie à la naissance, les statistiques récentes, 84,1 ans pour les femmes et 80,2 pour les hommes. L'espérance de vie à 65 ans, ça c'est assez intéressant. Les statistiques ne sont pas très, très récentes, peut-être il y a 4 ou 5 ans, donc ça peut avoir changé. Alors quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui peut s'attendre à vivre, si c'est une femme, jusqu'à 86 ans, presque 87 ans, et si c'est un homme, jusqu'à 84 ans. Alors c'est vraiment très heureux et encourageant pour les aînés d'environ 65 ans. Et l'espérance de vie en santé, en parfaite santé, 73 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. Évidemment, c'est sûr qu'à partir de cet âge-là, il commence à y avoir quelques petites déficiences, mais quand on dit en santé, ce sont des gens qui ne sont pas gênés par leurs problèmes de maladie. Ce qu'on trouve souvent chez les personnes âgées, quel que soit leur âge, ce sont des problèmes d'ordre général, un certain appauvrissement, l'accès à la retraite et son cortège d'ennuis financiers, particulièrement, malheureusement, pour les femmes seules, de l'endettement, beaucoup d'endettement au Canada et au Québec, la carte de crédit qui fonctionne à plein. Il y a aussi ce qui peut favoriser l'endettement, ça a l'air curieux, c'est que vous avez des grands-parents, des parents qui aident beaucoup leurs enfants. Et dans certains cas, ça devient tragique parce qu'ils doivent tellement leur aider qu'ils s'endettent. La séparation forcée ou la perte d'un conjoint,
Un autre problème d'ordre général, les pressions familiales, les relations intergénérationnelles, pas toujours faciles. Pas toujours faciles. Notamment, les relations entre les filles et leur mère. C'est incroyable le nombre de relations pénibles et difficiles entre la mère et la fille. J'en ai des exemples, je ne vous dirai pas tous les jours, mais j'en ai fréquemment des exemples. Et dans mon propre milieu, dans mes proches, et chez des connaissances, et même chez des gens étrangers. Je ne sais pas ce qui se passe entre les filles et les mères, mais il y a beaucoup, très souvent, des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes aussi entre les fils et les mères. Il y a aussi, ça existe également, ça. Alors, ce sont des pressions familiales, parce que quand je vous parle de ces problèmes entre les filles et les mères dont je vous parle, ce ne sont pas des mères de 40 ans. Ce sont des mères de 65, 70 ans, 75 ans. Et ce sont des mères qui sont très affectées par ces relations toxiques entre leurs filles et elles-mêmes. Alors, les demandes financières, comportements abusifs, alors ce sont tous des éléments qui exercent des pressions familiales. Aujourd'hui, dans cette grande période de l'informatique, la bureaucratie crée beaucoup d'ennuis aux personnes âgées. Les démarches sont souvent complexes, rigidité, lourdeur. Vous appelez, vous savez, votre appel téléphonique est très important pour nous et on va vous faire attendre 15 minutes au bout de la ligne. Alors, c'est ça. La bureaucratie, c'est un autre des ennuis, et même dans certains cas, des problèmes pour les personnes âgées qui vont hésiter avant d'appeler à la Caisse populaire, avant d'appeler, peu importe, la Caisse populaire. Enfin, je dis la Caisse populaire parce que, justement, ça prend beaucoup de temps pour atteindre des gens aux caisses populaires. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants des Desjardins ici. Pratique de vente aussi, chez les personnes âgées, agression, fraude, mensonge. On le voit régulièrement dans les journaux, les personnes qui sont arnaquées, qui ne font pas attention. Je pourrais vous donner des exemples, encore une fois. Et les nouvelles technologies, en proprement parler, qui sont des obstacles et même des pièges dans certains cas, bien que on assiste de plus en plus dans les résidences et dans presque tous les milieux à la possibilité de suivre des cours, comment utiliser la tablette ou encore comment travailler à l'ordinateur. Mais en général, ce sont des problèmes qu'on retrouve chez les aînés. La santé des aînés, elle se porte très bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Elle se porte bien. Alors, vous voyez les statistiques, excellent, bon, mauvais. Alors, on pourrait croire de prime abord qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais non. Voyez-vous, chez les 75 ans et plus, par exemple, il y a 56,9 % des gens qui se disent en bonne santé. Ça a été pris en passant dans le portail de l'actualité médicale en 2012. Hein? Alors, il y a 30 % des gens, ça veut dire qu'il y a 86 % des gens qui estiment avoir une bonne santé ou qui sont en excellente santé. C'est quand même pas rien. Et il y a juste 12 % des gens de 75 ans et plus qui se disent en mauvaise santé. Après 80 ans, les risques de problèmes de santé augmentent. C'est vrai, après 80 ans, mais ce qui m'étonne le plus, parce que j'ai de nombreux contacts dans les résidences, dans les bibliothèques, je rencontre avec mes conférences, mes nombreuses conférences, je rencontre beaucoup de personnes âgées dans tous les milieux, et ce qui m'étonne le plus, c'est de voir les 80 ans et plus de plus en plus en forme. Incroyable. J'ai encore rencontré quelqu'un de 87 ans il y a 2 jours. 87 ans, je lui en aurais donné 70. Alors, c'est le paradoxe. Plus les gens vieillissent, plus ils rajeunissent. Non, je ne veux pas avoir de fleurs, non. Mais il y a quelque chose à vérifier là-dedans, et particulièrement, je m'excuse, particulièrement chez les femmes. Les femmes vieillissent bien, les femmes vieillissent mieux que les hommes. Alors, le secret, peut-être un des secrets, c'est que les femmes s'occupent beaucoup. Les femmes ont toujours beaucoup de choses à faire, de travail à faire, à partir de la maison et
les femmes sont très vaillantes. Je ne vous dis pas que les hommes sont paresseux, là. Mais de toute façon, je suis à l'aise pour parler parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'auditoire que d'hommes. Alors, mais il reste que c'est un phénomène, ça. Les femmes, beaucoup plus en forme que les hommes. Les aînés, 50 à 60 des lits d'hôpitaux en soins aigus, mais ça, c'est souvent des aînés, des gens assez âgés. C'est souvent dans l'ordre des 84, 87, 88 ans. Et dans les CHLSD, ça m'arrive souvent de poser la question, combien pensez-vous qu'il y a de gens, quel est le pourcentage des gens en CHLSD? Je pose souvent cette question-là dans mes conférences, puis il y a des gens qui me répondent 25 %. Non. À peine, même pas, de 3 à 5 % de la population, des cas très lourds, de plus en plus lourds, qu'on trouve dans les CHLSD, comme le CHLSD qui est attenant ici au centre de recherche. Alors donc, c'est très encourageant. Alors, les principaux types de problèmes, toujours dans la description de la réalité socio-démographique, les principaux problèmes de santé qu'on retrouve chez les gens, d'un âge certain, l'hypertension, l'arthrose, les maladies cardiaques et le diabète. Toutes des maladies qui se contrôlent relativement bien. Peut-être que la maladie qui se contrôle le moins bien, c'est évidemment l'arthrose, parce que c'est pas facile de trouver les bons remèdes. On travaille beaucoup avec les anti-inflammatoires et on connaît beaucoup les effets indésirables des anti-inflammatoires. Du côté des produits antinaturels, il y a des choses, mais ce n'est pas facile de trouver des solutions à l'arthrose. Les incapacités après 65 ans, vous avez des statistiques. Et les femmes sont davantage touchées par les problèmes de mobilité en raison de l'ostéoporose. Et en raison aussi de la faiblesse du squelette. Alors, je dis aux femmes, c'est sûr, prenez des minéraux comme le calcium et le magnésium avec la vitamine D, c'est capital, pas besoin de vous dire ça. Mais je dis aussi bougez beaucoup et essayez de faire un peu de musculation. C'est possible, il y a des exercices de musculation qui sont à la portée des 85-90 ans. Simplement, par exemple, de ce qu'on dit en anglais, des redressements des épaules en mettant nos deux mains sur un mur et en faisant des redressements comme ça. Deux mains sur les mains, on approche du mur, on recule, on approche du mur, on recule, pour renforcer tous les muscles des bras, des épaules, aider le dos. Une affaire de rien, vous commencez avec 5 pressions sur le mur, près de votre réfrigérateur. Vous commencez avec 5 pressions tous les jours. C'est ça qui est difficile. C'est la discipline. Tous les jours, commencez avec 5 pressions et montez ça avec le temps à 20-25 pressions. Et vous allez ressentir une plus grande force, quel que soit votre âge. Les preuves sont faites de ça. D'ailleurs, l'activité physique, parce que l'activité physique, c'est le meilleur élément anti-vieillissement. Alors donc, de l'activité physique pour les muscles, il faut renforcer ces muscles, des pressions, des abdominaux au mur et de la marche. De la marche, c'est tout, simplement de la marche. Consommation des médicaments après 65 ans. Un vrai problème, la consommation des médicaments après 65 ans. Vous regardez ça. Ce qu'il y a d'étonnant, 50 % des aînés consomment 4 médicaments et plus par jour. Imaginez-vous, 5 médicaments par jour. Et ça, là, 5 médicaments par jour, là, c'est, dans certains cas, c'est 10-12 médicaments par jour. Je ne suis pas contre les médicaments et moi, en tant que conseiller en santé à l'occasion, jamais, je vais dire à quelqu'un de ne pas prendre ses médicaments. Mais il y a des médicaments qui rendent malade, il y a des médicaments qui tuent.
Il y a des milliers de personnes qui décèdent en Amérique du Nord en raison des médicaments, pour toutes sortes de raisons. Mauvaise prise des médicaments ou encore des effets indésirables ou secondaires. Les médicaments sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de prudence. D'accord? Même si dans certains cas, on n'a pas le choix. Alors, il faut se méfier des médicaments. Vous savez que je ne vous apprends rien en vous disant que l'industrie pharmaceutique investit plus dans la publicité et la promotion des médicaments que dans la recherche. Et on vous refile un médicament qui a été découvert il y a à peu près 20 ans. On change le nom du médicament, on change la posologie, puis on vous envoie ça sur le marché avec une forte publicité. L'industrie pharmaceutique est là pour faire des sous. L'industrie pharmaceutique n'est pas là pour la santé. Parce que l'industrie pharmaceutique, les grands dans les châteaux en verre, les édifices en verre, les tours d'ivoire, ces gens-là, s'ils regardent les bilans des actionnaires, travaillent avec ça. En bas, celui qui consomme, eh bien, celui qui consomme, on lui dit simplement de consommer davantage. Alors, c'est sûr que dans le cas il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont pris chez les femmes avec les problèmes qui sont déclenchés, perte d'autonomie, difficultés financières, retour au travail, plus de joie compulsif également chez les aînés. Je reviens aux médicaments, là, je vous dis ça, je vais vous confesser que j'en prends des médicaments. J'en prends quelques-uns. Puis j'en prends quelques-uns que je trouve extrêmement efficaces. Mais je sais pourquoi je les prends. Je respecte la posologie. Je vois aussi des effets secondaires. Je compose avec les effets secondaires. Et j'essaie d'en prendre le moins possible. Ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est de voir que dans plusieurs cas, les médicaments sont inutiles. Si on prend, par exemple, les médicaments, là, tous les médicaments contre le taux de cholestérol. Hein? Alors, il y a tout un débat là-dessus. Cristal, Provacar, Lipitor. Lipitor, c'était le médicament le plus vendu au monde. L'industrie pharmaceutique a fait des milliards de profits avec Lipitor. Mais là, ça a été démontré que dans bien des cas, l'exercice physique, puis parlez-en au docteur Junot qui est à l'Institut de cardiologie, l'activité physique peut compenser. Et il n'est peut-être pas nécessaire de consommer toujours des trucs contre le cholestérol, qui ont évidemment des effets secondaires. Et vous savez aussi, surtout, que les compagnies pharmaceutiques ont fait en sorte qu'on ait élevé le niveau de nécessité pour prendre le cholestérol il y a quelques années, ce qui a augmenté énormément les patients obligés de prendre des médicaments contre le cholestérol. Alors, pour ça, et puis, mais vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle la semaine dernière, vous avez écouté le sociologue, son nom m'échappe, qui était très bon cuisinier aussi, en tout cas, qui a dit notamment, oui, 80% des médicaments contre la maladie d'Alzheimer sont inutiles. 80%, dont Aricept, qui est censé retarder la maladie d'Alzheimer. 80%, c'est beaucoup, mais il a dit ça quand même devant des milliers de spectateurs. Alors, il y avait certainement les sources d'informations, parce que moi, je le répète aujourd'hui, hein, je n'ai pas de statistiques de recherche là-dessus, mais si j'ai été capable de le dire à la télévision, devant tout le monde, qu'il y a 80% des gens qui prennent inutilement des médicaments contre Alzheimer. D'ailleurs, on le voit, là, les gens qui sont sous l'effet des médicaments, là, je connais des gens qui souffrent de la maladie, puis je ne peux pas dire, ça fait des années, je ne peux pas dire que leur état s'est amélioré. Puis je ne peux pas dire que leur état a été aussi stabilisé.
Non, au contraire, ça s'est poursuivi, ce problème de perte de mémoire. L'espérance de vie sans incapacité, 72 ans pour les femmes, 69 ans pour les hommes. Une relation entre l'espérance de vie en santé sans incapacité et le niveau élevé d'éducation, l'éducation à la santé, les revenus, le niveau de dépenses en santé d'une société. Plus une société dépense pour la santé, plus vous avez des chances que les gens se portent mieux, que leur santé soit meilleure. Et, évidemment, le niveau élevé d'éducation, mais les gens qui ont une meilleure éducation sont des gens mieux informés et qui vont faire davantage attention à leur santé. La participation sociale comme élément de meilleure santé, une conduite, une attitude, un style d'existence qui s'oppose aux attitudes de retrait d'indifférence, ça a un effet très heureux sur la santé, ça a été démontré. Comme on a démontré, on le verra tantôt, que les bénévoles vivent plus longtemps en santé. Le taux de déclin cognitif était réduit en moyenne de 70% chez les personnes qui étaient fréquemment actives. Alors, venez faire du bénévolat à l'Observatoire vieillissement et société. On ne rit pas beaucoup, docteur Davignon. Bon, alors, on arrive, on revient à des points le plus près de nos aînés et puis de la contribution à la vie socio-économique. Le revenu disponible moyen des 65 ans et plus, 2007, 2008, 2009, d'après Statistique Canada. Alors, le revenu des Canadiens, en 2007, 28 000, les femmes, 20 000. En 2009, 29 000, 21 000 pour les femmes. C'est pas beaucoup. En 2015, vous pouvez ajouter peut-être 4-5 000 $ de chaque côté. Peut-être 35 000, puis peut-être 28-29 000 pour les femmes. Moyen. Le revenu familial médian, c'est qu'on enlève les extrémités. Alors, au Québec, le revenu familial pour un couple, par exemple, 68 000 $ au Canada, 76 000 $ en 2010. Et le supplément de revenu garanti qui est donné aux aînés qui sont pauvres, eh bien, le supplément de revenu après 65 ans, 5 830 $ pour un célibataire qui gagne moins de 15 000 $ par année et 10 300 $ pour un couple qui gagne moins de 20 000. En 2009, un demi-million de Québécois de 65 ans avaient droit au supplément de revenu garanti. Vous savez, le Québec n'est pas une société de milliardaires ou de multimillionnaires. Quand on sait que 49 % des Québécois qui ne paient pas d'impôts, c'est immense. Alors ça entre évidemment dans la question de la contribution des aînés. On va voir quand même que malgré ça, les aînés font énormément pour la société. Les aînés au travail, alors deux sondages de la société financière ING Direct, c'est une deuxième banque d'épargne au monde, ING Direct. Il y a un fossé qui existe entre un grand nombre de personnes âgées qui avaient épargné et ce dont elles avaient besoin pour prendre leur retraite. Il y a un fossé énorme et de plus en plus marqué entre ce que les gens âgés possèdent rendus à 60-65 ans et leurs besoins futurs. Alors, d'où la nécessité de beaucoup de retraités de travailler. 48 % des retraités qui avaient pris part au sondage en ligne ont dit avoir dû se trouver un autre emploi pour des raisons financières. Et parmi eux, 31 % sont retournés au travail à plein temps. On va voir un peu plus loin que les baby boomers, la plupart, un grand nombre, n'ont pas amassé suffisamment d'argent pour se créer une retraite décente. Il y a beaucoup plus de personnes d'entre 50 et 75-80 ans qui ont été choyés par la société et qui ont réussi à s'amasser des fonds de retraite assez intéressants, particulièrement les gens qui sont dans la fonction publique, provinciale, municipale ou canadienne, d'accord? Même si on hurle beaucoup de ce temps-ci, il faut quand même reconnaître que beaucoup de ces gens qui
ont été, qui ont été et qui sont choyés par la société. Taux d'emploi des 55 ans et plus au Québec. Il y a beaucoup de gens de 55 ans et plus qui sont au travail. À 65 ans, 7 %. Et la loi 68 qui permet aux employés, surtout dans la fonction publique, de prendre une retraite progressive. Par exemple, pendant un certain temps, on va travailler 4 jours semaine, ensuite c'est 3 jours semaine. Ma fille qui est dans l'enseignement, qui a 52 ans, est à 3 jours semaine de ce temps-ci. Cette année, elle va faire 3 ans, 3 jours semaine. Belle vie, ma fille, oui. Très chanceuse, oui. Alors, imaginez-vous, 4 jours de congé, puis elle continue à contribuer à son fonds de retraite. Un récent sondage de la CIBC, de la Banque canadienne impériale de commerce, les quinquagénaires du Canada voudraient prendre leur retraite à 63 ans, tout en continuant à travailler à temps partiel. Chose étonnante, les baby boomers canadiens ne disposent pas des fonds nécessaires pour envisager une retraite dorée. 45 % des baby boomers ont épargné moins de 100 000 $ en vue de leurs vieux jours, tandis que 55 % de la population québécoise vit dans la même situation. Beaucoup. La retraite dorée, là, c'est pour une minorité. Mais, encore une fois, c'est un élément négatif par rapport à la... Bien, c'est-à-dire que les baby boomers, ce ne sont pas les aînés. Les baby boomers seront probablement moins choyés à la retraite que les gens qui sont actuellement âgés de 60-65 ans qui sont à la retraite. Les baby boomers seront beaucoup moins privilégiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu, souvent, ils n'ont pas eu les régimes de retraite de leurs aînés. Et puis, deuxièmement, les baby boomers ont pensé à vivre le moment présent, à faire de l'argent et à le dépenser. Alors que, moi, quand j'ai commencé à travailler à 20 ans, déjà, je commençais à contribuer à un REER. Mais les baby boomers, ils n'ont peut-être pas eu aussi toujours les occasions, je ne sais pas, mais en tout cas, il reste que, je pense que pour les baby boomers, puis toute la génération des gens qui sont en bas de 50 ans, je ne crois pas que l'avenir économique soit des plus heureuses. J'espère me tromper. Bon, le pouvoir gris. Le pouvoir gris, c'est nous, le pouvoir gris. Le pouvoir gris, c'est nous. Alors, je vous cite Lise André Morin, qui est une travailleuse sociale. En raison du nombre élevé de personnes âgées de 55 ans et plus au Québec, c'est nous. Le fameux pouvoir gris modifiera les règles du jeu dans le monde de la consommation. C'est commencé. Le pouvoir gris possédera aussi une conscience sociale développée et les thèmes liés à l'épanouissement de la personne et de la collectivité seront au cœur de ses priorités. Et ça, c'est relativement vrai et on le voit très bien. Je le vois très bien, par exemple, dans le domaine du bénévolat. Le bénévolat des 50-55 ans et plus. Immense bénévolat dans le secteur de la santé, des services sociaux et dans les autres secteurs de la société. Ils sont là, ces gens-là, qui se dévouent à la société et qui sont aussi partie prenante pour une meilleure société. On le verra dans quelques instants. En Amérique du Nord, en 1980, on découvre le groupe des sociales des 50 ans et plus. C'est sûr que, vous savez, en 1950, 1960, en 1960, j'avais 23 ans. En 1960, les vieux, les personnes âgées, c'était pas dans notre réalité sociale à ce moment-là. D'autant plus que les personnes âgées à ce moment-là avaient l'air très âgées. À 55-60 ans, en 1950, on était relativement vieux. Et puis,
à ce moment-là aussi, la théorie du désengagement était très forte. Vous savez, la théorie du désengagement qui veut que les vieux se désengagent au point de vue social, arrêtent de s'impliquer dans la vie sociale. Ça, c'était très populaire. T'es vieux, va te reposer, le fauteuil, la chaise berçante. Dans les années 50-55. Hein? C'était fréquent, c'était la mode. Et puis, tout à coup, il s'est passé des choses. Il s'est passé ce qu'on peut appeler une prise de conscience. Et une de ces premières prises de conscience, c'était le coup de théâtre du 17 juin 1985. Le 17 juin 1985, c'est, si on se rappelle bien, je ne m'en rappelais pas hier soir, j'ai vérifié, si on se rappelle bien, c'était le gouvernement Mulroney qui était au pouvoir. Et le 17 juin 1985, il y a eu une manifestation monstre à Ottawa où le QDR, l'Association québécoise de défense des droits des aînés, des retraités, a protesté contre l'abolition de l'indexation des revenus de retraite. Ce que Mulroney voulait faire, il voulait abandonner, couper dans l'indexation des revenus dans les pensions de vieillesse. Alors, bonne idée, M. Mulroney, ça, on est en 1985. Alors, il y a eu une manifestation monstre qui a fait reculer le gouvernement. Un exemple flagrant du pouvoir gris. Et cette cohorte est devenue de plus en plus importante de ce pouvoir gris. Les gens ont pris davantage conscience de leur pouvoir auprès des gouvernements. Mais avant de voir un petit peu plus loin ce que les mouvements associatifs ont fait, on va regarder la contribution financière à la société. On dit, les vieux, ils n'ont pas d'argent, les vieux ne paient pas d'impôts, les vieux, c'est les jeunes qui paient tout. C'est faux. En 2009, il y a 2 millions de contribuables au Québec qui ont payé 12 millions d'impôts et il y a 4 millions d'autres contribuables qui étaient un peu plus fortunés, qui ont payé 22 millions d'impôts. Les aînés de 50 ans et plus paient davantage d'impôts que les classes plus jeunes de la société. L'argent est chez les gens de 50 ans et plus, pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que vous avez une classe de gens de 50 et 60 ans, des hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, milliardaires, ils sont souvent à la classe des 50-60 ans. Et ça a de l'importance pour les paiements d'impôts, dans la mesure où ils paient de l'impôt. D'accord? Et puis, il reste que les salaires, nos salaires, évidemment, le salaire des gens à 50 ans est à son point culminant, très souvent. Alors, ça a des effets très, très heureux sur le financement du gouvernement, c'est-à-dire les ponctions d'impôts du gouvernement. Et la démonstration de ce que je viens de dire, c'est que les 50 ans et plus se partagent plus de la moitié des revenus discrétionnaires. Alors, les revenus discrétionnaires, c'est l'argent qu'on a dans ses poches. Moi, là, j'en ai pas, j'ai 3 $. Alors, c'est cet argent-là, eh bien, cet argent-là, c'est chez les 50 ans et plus qu'on en trouve le plus. C'est les 50 ans et plus qui ont plus d'argent de poche, puis dans leur banque, puis dans leur caisse, pour dépenser à toutes sortes de choses, faire des voyages, etc., etc. Alors, vous voyez un peu, c'est eux, évidemment, qui sont en fait, nous sommes, les 50 ans et plus, le moteur de l'économie. Nous sommes le moteur de l'économie. On va le voir un peu plus loin, là. Les aînés se procurent la moitié des grosses voitures sur le marché. Regardez qui conduit les Mercedes puis qui conduit les vues très luxueux. Regardez. Moi, je me fais toujours un plaisir quand j'arrive au feu rouge, puis j'ai une Mercedes à ma gauche ou à ma droite, de regarder le chauffeur. Puis souvent, le chauffeur a les cheveux gris. Hein?
Peut-être que, non, mais moi, en tout cas, je peux le vérifier. Plus du tiers des personnes de 70 ans et plus apportent un soutien financier à leurs petits-enfants parce qu'ils ont des sous. Et puis, le transfert des biens aux générations futures. Ce que nous avons, les 50 ans et plus, en argent, l'avoir net médian des Canadiens entre 55 et 64 ans. On a des statistiques juste pour ces gens-là, cette classe-là, là, 55 et 64 ans. Ils ont 407 000 avoir net médian des gens entre 55 et 64 ans. Et les 65 ans, ils ont 303 000 en avoir net médian. De l'argent qui va passer à leurs proches, à leurs enfants, si jamais ils décèdent. Alors, il y a des sous. Il y a des sous. Les coûts de la santé. Ah, bien, les coûts de la santé. Ça coûte cher, la santé, puis c'est les vieux. C'est toujours les vieux qui nous coûtent tellement cher. Ah, si les vieux n'étaient pas là, ce serait le paradis économique. Hein? Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai des mauvaises nouvelles, parce que ce n'est pas les vieux qui coûtent cher au système de santé. Depuis 10 ans, entre 1998 et 2008, les dépenses de santé pour les années n'ont pas changé de façon significative. Entre 43,6 et 43,8 d'après le rapport Gaston-Gay. De 1998 à 2008. Le rapport Gaston-Gay établit que le vieillissement de la population explique seulement 1,1 de la hausse des dépenses de la santé. Pas moi qui le dis. Les vraies raisons des dépenses de la santé. Les médicaments. Hein? La petite pilule rose, la petite pilule jaune, là, les profits sont de l'ordre de 4 à 500 %. Les coûts de la technologie. La technologie coûte très cher, surtout dans le domaine du traitement du cancer. Ça coûte extrêmement cher. Les appareils sont très perfectionnés, sont meilleurs, et ça coûte des sous. Le séjour inapproprié à l'hôpital dans des malades chroniques qui se retrouvent, par exemple, au 3e D à Sacré-Cœur. 3e D à Sacré-Cœur, ce sont les personnes âgées qu'on ne peut pas placer dans les CHLSD et qui occupent des lits d'hôpitaux. Ça coûte relativement cher. Il y en a plusieurs. La privatisation des services de santé, chirurgie d'un jour, agences privées pour les infirmières. Bon. Hein, à un moment donné, le gouvernement a dit, nous, on a besoin d'infirmières parce qu'on n'a pas assez. Là, c'est peut-être moins grave depuis un an, mais il y a 4 ou 5 ans, c'était ça. On engageait des infirmières qui venaient des agences privées qui coûtaient beaucoup plus cher que le salaire des infirmières dans l'hôpital. Hein, une belle économie, ça. Hein? On manque de personnel, on va chercher du personnel qui coûte beaucoup plus cher. Et puis, chirurgie d'un jour, le centre médical Rockland. Et que ça, ça c'est bien, ça, le centre médical Rockland. Moi, je suis allé à quelques reprises. C'est incroyable. C'est fantastique. Les services que vous avez là, c'est propre, c'est beau, les gens sont polis, il y a du monde, il y a des infirmières, en tout cas, extraordinaires. 2 fois plus cher qu'à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis c'est les mêmes médecins qui sont là. Forme de privatisation de la santé. Alors, il y a peut-être d'autres choses que le centre médical Rockland. Remarquez-le bien, je n'en ai pas contre le centre médical Rockland. Ma femme a été traitée là, ça a été extraordinaire. Et puis, c'est fantastique. Vous n'attendez pas, les infirmières sont souriantes, tout le monde est affable. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, je ne vais pas parler, ce qu'on ne voit pas ailleurs, disons. D'accord? On continue. Les dépenses de la santé. On n'est pas allé au bout, là, jusqu'au bout, là. Vous voyez comment est-ce que ça coûte cher, là? Puis c'est pas les patients, ça, là.
C'est passé sous silence l'augmentation du personnel administratif. 52 disant l'augmentation du personnel administratif. 52 en 10 ans. Puis la rémunération en hausse des médecins. Ah bien là, par exemple, hein, j'en parlerai pas trop, là. Rapport de la vérificatrice générale le 27 novembre dernier, des erreurs du calcul du ministère de la Santé, juste 800 millions de dollars de plus, parce que la RAM n'a pas fait son travail, 800 millions de dollars de plus qui ont été passés aux médecins. Puis les enveloppes magiques. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que les enveloppes magiques? Quels sont ceux qui savent ce que c'est que des enveloppes magiques? Levez la main ceux qui savent ce que c'est que des enveloppes magiques. Hein? Personne qui sait ce que c'est que des enveloppes magiques. Il faut que je vous en parle. Les enveloppes magiques, c'est l'enveloppe budgétaire accordée aux médecins au début de l'année financière. Une enveloppe, c'est des millions de dollars. Et quand on arrive à la fin du mois de novembre, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. On va dans le coffre-fort du gouvernement, puis on remplit l'argent, on met de l'argent dans l'enveloppe, puis on continue jusqu'à la fin de décembre, mettons la fin de l'année financière. Pas fantastique, il ne manque jamais d'argent. Mais le meilleur, c'est que s'il reste de l'argent à la fin de décembre dans l'enveloppe, bien là, on prend l'argent puis on le redistribue à tous les médecins. Alors, on appelle ça les enveloppes magiques. Alors, le mot est du journaliste de la presse Patrick Lagacé. Je trouve que c'est extraordinaire comme expression, les enveloppes magiques. Et puis, pour finir, entre 2010 et 2015, la rémunération des médecins, en 2010 et 2015, a augmenté de 42 et celle des employés du secteur public de 7,5 Bon, alors là, je ne veux pas vous dire que je suis jaloux des médecins. J'adore les médecins, j'ai de très bons médecins. Je travaille avec les médecins aussi comme bénévole, travailler, c'est une façon de parler, là. Mais disons simplement qu'ils sont bien payés. Disons qu'ils sont tout-puissants, un grand pouvoir, je le vois. Je passe une demi-journée par semaine à l'urgence, puis un peu de temps en hémato-oncologie à Sacré-Cœur. Je les vois, ils travaillent fort, bien sûr, ils travaillent fort. Ils sont très compétents. Ils sont tout-puissants, oui, encore une fois. Mais on peut peut-être se poser des questions sur le fait, sont-ils trop payés? Par rapport à ce que, au service que les patients reçoivent. Et je vais vous faire une petite confidence, je vais vous dire ça en secret, ça a été démontré que l'augmentation de salaire des médecins ne va absolument pas avec l'augmentation des services de santé. Il n'y a eu aucune augmentation des services de santé par rapport à l'augmentation des services de médecins. Bon, écoutez, ce que je vous dis là, moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je ne fais que répéter ce que j'ai vu, selon mon information. Bon, on revient au pouvoir gris, au pouvoir des personnes âgées. Mouvement associatif très puissant au Québec. Alors, dans nombreuses associations au Québec, vous avez des personnes dévouées qui exercent beaucoup d'influence. La FADOC, que tout le monde connaît, la Fédération de l'âge d'or du Québec, 265 000 membres. L'AREC, l'Association des retraités d'enseignement du Québec, 55 000 membres. Et l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités, 40 000 membres. Ça, peut-être que c'est un peu plus au moment où on se parle. L'AREC a son magazine qui s'appelle Quoi de neuf et l'AQDR a son magazine ou sa revue qui s'appelle La force de l'âge. Tout ça pour vous dire que ces mouvements ont
exercer beaucoup d'influence auprès des gouvernements et auprès des différentes instances qui ont un certain pouvoir politique. Et si vous regardez, allez voir le site AQDR. Allez dans le site AQDR et vous allez voir des pages et des pages et des pages qui montrent les différentes interventions de l'AQDR un peu partout depuis plusieurs années. Et ça, c'est le pouvoir gris. Et les gouvernements sont de plus en plus sensibles aux demandes et aux pressions que peuvent faire ces gens de mouvements associatifs. En passant, la moitié des personnes âgées de 55 ans et plus sont membres d'une association. Ça n'est pas rien. Et c'est là, ça, c'est une très grande force et c'est une très belle contribution des aînés à la société. Les transferts intergénérationnels, on sait très bien à quoi ça sert. Oui, alors je vais aller un peu plus rapidement. Des transferts en tous les domaines, transferts de savoir et de connaissances. C'est une richesse, ces relations intergénérationnelles. Ça démontre encore une fois que les aînés sont très utiles à la société. Il y a un organisme qui s'appelle l'Amitié n'a pas d'âge, qui est aussi très important et qui favorise justement l'intergénérationnel. L'agisme, je pense, on en a parlé souvent de l'agisme ici. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. On va passer très rapidement. Des préjugés qu'on peut avoir au sujet des vieux, ils sont fréquents, ils sont toujours vrais. Les vieux coûtent cher au système de santé, ils refusent le changement et l'avenir, et craignent l'avenir. Les vieux sont seuls et malcommodes. Ensuite, dans son magnifique ouvrage, Denise Dubé traite de la question. Une société qui valorise traditionnellement l'action et le pouvoir, la vigueur de la jeunesse, plutôt que la contemplation, la réflexion, l'expérience, la sagesse de l'art, ne peut faire autrement que d'éprouver un profond malaise, une répulsion pour la vieillesse, la maladie et le handicap. On continue. Cette société a peur de la faiblesse, de l'inutilité et de la mort. Dans un système économique basé sur la compétition et la performance, où l'on évalue une personne sur sa productivité, c'est toujours vrai, son avoir, sa beauté, sa réussite, des personnes qui ne présentent pas ces caractéristiques sont généralement dévalorisées et mises à l'écart. C'est un gros problème de l'agisme qui est très, très répandu encore une fois. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, moins de 50 ans, qui ignorent une foule de choses qui ont été dites ce soir dans cette conférence et qui n'ont pas été capables de mesurer l'importance de l'influence des aînés sur la société. Bon, et la preuve, il y a un rapport, le rapport de Rivera que vous allez pouvoir trouver sur Internet, 2012, 89% des Canadiens associent le vieillissement à quelque chose de négatif. Les générations X, Y, 25, 40 ans sont plus susceptibles d'entretenir une perception négative du vieillissement. Les 45 ans et moins, le vieillissement pour eux, c'est des gens très actifs en informatique, dans les affaires, tout ça. Pour eux, là, les vieux, là, ils font pas grand-chose, les vieux dans la société. Et dans cette génération, une personne sur 33% disent que les vieux sont dépendants, malades ou frêles. La moitié des Canadiens disent que l'âgisme est le préjudice social le plus toléré en comparaison avec la discrimination fondée sur le sexe et la race. 8 Canadiens, 79% conviennent que les aînés de 75 ans et plus sont considérés comme moins importants et plus ignorés. Écoutez, il y a 80% des Canadiens en 2012 qui pensent que les 75 ans, ça ne fout pas grand-chose dans la société. Hey! Il y a du travail à faire. Un Canadien sur 5 est d'avis que les Canadiens âgés constituent un fardeau pour la société. Alors, combattre l'agisme, eh bien, vous avez différents organismes qui combattent l'agisme. L'éducation et la formation,
l'éducation et l'information pour combattre l'âgisme. Les personnes âgées dans la société actuelle, elles sont partout. Les proches aidants, les aînés et les petits-enfants, les transferts intergénérationnels et le bénévolat. Le bénévolat qui est extrêmement important chez les 50 ans et plus. Et regardez l'impact économique du bénévolat. Regardez. Et sans le bénévolat, notre société serait très mal en point. Le vieillissement actif, c'est dans l'air, c'est un mouvement occidental qui a été lancé il y a quelques années. Et puis, il a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce vieillissement actif, à la suite de certaines expériences dans plusieurs villes d'Europe, on a réussi à étendre l'expérience dans différentes villes de tout l'Occident. Et ça veille avant tout sur le bien-être des aînés, sur leur sécurité, et on essaie de voir dans quelle mesure on peut faciliter la vie des aînés dans les villes. Et trois préoccupations dans ce mouvement vieillissement actif. On s'occupe de la participation des aînés, la santé et la sécurité, et on appelle ça des municipalités MADA, c'est-à-dire des municipalités amies des aînés, et une société MADA. C'est une société qui met frein à l'âgisme, qui sait adapter ses politiques services à la personne aînée. Vous continuez à lire. Et regardez ça. Regardez ça. Où est-ce qu'on en est avec le vieillissement actif au Québec? Et la politique du gouvernement Vieillir et vivre ensemble, là, chez soi, dans sa communauté au Québec, on fait beaucoup de choses pour les aînés. Et parce que, bon, on est devenu un groupe de plus en plus important qui contribue à la vie sociale et aussi qui est en mesure, qui a des besoins qu'on doit satisfaire en tant que membre d'une communauté, d'une société. Et ça, voyez-vous, ça, c'est un bel exemple. Regardez, de vieillissement actif. Hein? Moi, je dis, il y a combien de pourcentage des personnes de 85 ans et plus qui vivent dans leur maison? Oh, 5 10 Non! 61 Incroyable! 85 ans et plus. Alors, allons pas dire que les vieux passent leur temps dans les hôpitaux puis dans les... non. Ils sont dans leur maison à faire toutes sortes d'activités. Et le dernier paragraphe, là, quand même, j'ai parlé beaucoup de bénévolat, de gens actifs, d'engagement social, d'avoir des projets. Mais il reste que pour certaines personnes âgées, c'est très bien de demeurer à la maison pour faire des mots croisés, jouer au Scrabble, cuisiner, se divertir sans souffrir de solitude, d'isolement ou de dépression. Il y a des gens qui vivent comme ça, des personnes âgées, et c'est très bien. Mais je vous dirai une chose, si il y avait une présidente de la FADA qui m'avait dit un jour, une simplicité, si vous ne voulez pas vieillir, occupez-vous. Puis j'ai des gens ici, là, je vois quelqu'un là, ici, là, je ne vous dirai pas son âge, bien, je lui donnerai d'abord 20 ans de moins que son âge. Et la caractéristique de cette femme, c'est d'avoir été toujours très occupée dans sa vie. Conclusion, l'influence sociale des aînés, c'est le pouvoir gris qui s'accroît avec les années. Guerre à l'âgisme, le vieillissement actif est incontournable, entraînons les autres dans ce mouvement. Bien vieillir, c'est mordre dans la vie, c'est de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, de vivre pleinement dans des projets
et c'est profiter de tout ce que la vie nous offre. Et les vieux sont une richesse pour la société. Merci.